essayer de s'en passer, mais si ça ne va pas, vous nous le dites. On va essayer de s'en passer. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être venus, c'est super chouette. C'est bien, on fait quasiment plein, c'est super. Merci beaucoup, c'est très chouette. Moi, je représente la CPTS du Trégor, je suis Aline, ma collègue Soria est là, on est toutes les deux co-coordinatrices de la CPTS. C'est un groupement de professionnels de santé. Je peux vous dire que c'est vos médecins, vos infirmiers du secteur qui ont envie de travailler ensemble et qui vous proposent comme ça des soirées d'information et de prévention à la population. Voilà. On est en partenariat avec LTC. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, Antoine Torneven, je suis chargé de mission santé dans le cadre du contrat local de santé porté par le CIS de l'Agence Trégor Communauté. Et donc en fait cette conférence s'inscrit dans le cadre des rendez-vous de la santé. Donc c'est une action d'information, de prévention sur différents thèmes. Et donc avec ce soir sur la dépression saisonnière. Donc voilà, ça s'inscrit dans le cadre de la politique santé portée par l'agglomération de LTC, dans notre communauté. Et on remercie aussi beaucoup Dr Hitz, que je vous présente du coup, qui est médecin généraliste, qui a repris des études, si on peut dire, et qui travaille à devenir notre psychiatre du secteur avec la Fondation Bon Sauveur. Je vous laisse la main, docteur. Allez. Merci à vous. Merci. Bonne venue. Merci à vous. Merci à LTC et à la CPTS. Donc je vais parler, si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à m'interpeller, je prendrai le micro. C'est un exercice que je découvre. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc dépression saisonnière, troubles affectifs saisonniers. Moi ça va. C'est mieux comme ça? Ah oui. Bon. Donc, dépression saisonnière ou trouble affectif saisonnier, c'est une notion qui est apparue assez récemment dans les classifications en fait en psychiatrie. C'est quelque chose qui avant 2013 n'était pas décrit en fait dans la classification médicale, notamment le DSM, ce qu'on appelle le DSM-5, qui est la classification américaine, et ça apparaît dans la CIM-10 également. Donc en fait, c'est une dépression qui va du simple petit coup de blues jusqu'au syndrome dépressif qui est plus grave, et enfin, c'est quelque chose qui s'étend sur tout un spectre et qui est défini par une saisonnalité, notamment à la diminution de la lumière, et qui disparaît quand les beaux jours reviennent. Donc on va déjà voir ce que c'est qu'une dépression. Alors la dépression, je ne vous ai pas fait la définition telle qu'on l'apprend à l'université ou à la faculté. Là, il y a tout qui est un petit peu résumé. C'est un trouble de l'humeur. Donc c'est un ralentissement sur comment on pense ou comment on peut agir. Avec une tristesse qui est persistante, il y a une notion de temps. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit présent sur au moins une quinzaine de jours, avec une perte d'intérêt pour les activités qu'on apprécie habituellement, c'est-à-dire on aime bien aller jouer aux cartes, ben on n'y va plus, on n'a plus l'énergie, et on commence à moins faire ce qui nous plaisait vraiment. Ça rend également les tâches quotidiennes difficiles, ce qui est... ça devient plus compliqué d'assurer le quotidien. D'habitude, la maison elle est bien propre, elle est rangée, ben, j'ai pas fait le ménage depuis 4-5 jours, ça va pas. Ça affecte aussi les relations aux autres. Il peut y avoir une tendance à l'isolement. Dans la dépression, tout ce qui est appétit et sommeil, c'est en général une diminution. Ça y a une diminution de l'appétit d'une façon... dans les dépressions caractéristiques, et le sommeil baisse aussi, on dort moins bien, que ce soit un endormissement qui est plus tardif ou un endormissement qui est haché.
et on a plutôt tendance à perdre du poids et à moins dormir. Maintenant, il y a des dépressions qu'on nomme atypiques, où c'est l'inverse, on prend du poids et où on dort plus. Et le sommeil, c'est différent du fait d'être attiré par le lit pendant la journée, qu'on appelle la clinophilie. Alors la dépression, c'est pas une question de volonté. Hein. C'est pas un signe de faiblesse, ça peut toucher n'importe qui. Et en fait, c'est comme si le cerveau se mettait à ralentir. C'est-à-dire que les hormones qui régissent le cerveau se mettent à moins bien être transportées, d'une façon un peu imagée. Et ça ralentit, en fait, le quotidien de la personne qui en est touchée. Donc, la dépression saisonnière, c'est ce que je vous disais, c'est depuis mai 2013. C'est plutôt en automne et en hiver, quand les jours raccourcissent, quand la lumière est moins présente. Il y a une description de variante au printemps, bizarrement, et qui semblerait fonctionner sur un autre mécanisme, et qui serait sur un mécanisme de culpabilité, parce que les jours se rallongent, donc les gens ont tendance à l'extérieur, à ressortir avec plus à l'extérieur. Et en fait, il y a cette culpabilité de ne pas arriver à suivre et à reprendre le rythme des voisins ou des gens qu'on peut voir à côté. Et donc, on peut aussi voir un syndrome dépressif au printemps, comme en hiver ou en automne. Et au printemps, il disparaît, c'est quelque chose qui disparaît avec le temps. Je vais revenir sur donc le DSM-5, c'est la classification américaine. Il y a une classification aussi internationale, qui est ce qu'on appelle la CIM-10. Et on parle de dépression saisonnière quand on a un recul sur plusieurs années dans la CIM-10. Il faut que ça soit arrivé, que ce n'est pas la première fois que ça arrive, et que ça se reproduit dans le temps. Alors, ça, c'est des hypothèses. Qu'est-ce qui provoque cette dépression? Alors, la mélatonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. À droite, vous pouvez voir la sérotonine. À gauche, c'est la mélatonine. Donc, elles se ressemblent. Et effectivement, la sérotonine est utilisée pour fabriquer la mélatonine. La mélatonine, elle est fabriquée où? Dans la glande pinéale, donc c'est au milieu du cerveau. C'est la réponse à l'obscurité. C'est-à-dire que la réponse à l'obscurité la fait fabriquer. Ça permet la régulation du sommeil et la synchronisation, en fait, sur les 24 heures. Il y a un effet aussi antioxydant, un effet sur l'humeur et un effet également sur le système immunitaire. La sérotonine, donc connue sous l'hormone du bonheur, elle est fabriquée essentiellement dans le cerveau et l'intestin qu'on appelle le deuxième cerveau. Et pareil, il y a une régulation pour l'humeur et le sommeil, vu qu'elle sert aussi à la fabrication de la mélatonine. Au niveau des intestins, elle permet une sensation de satiété et de faire bouger la motilité de l'intestin. Elle interagit aussi au niveau des comportements sociaux, quand on est en contact avec les autres. C'est une hormone qui se déplace dans le cerveau. Et les gens qui ont tendance à être dépressifs transportent moins bien, la sérotonine se passe moins bien d'une cellule à l'autre que chez les autres, chez les autres patients.
Elle intervient également au niveau de la cognition, c'est-à-dire des facultés à réfléchir, à comprendre, à élaborer des théories, des idées, à faire des mots croisés, à faire des sudoku. Elle interagit également au niveau de l'anxiété et c'est aussi une hormone qui permet de diminuer la sensation de douleur. Il y a quelque chose qui m'a frappé chez certains patients qui avaient des douleurs de dos. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que j'ai remarqué. Et qui avaient aussi un syndrome dépressif. Et quand le patient a reçu un traitement qui permet de réguler cette sérotonine, eh ben, j'avais un retour où les douleurs avaient disparu en même temps. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprenait pas à la fac et qui m'avait assez troublé. Ensuite, parmi les causes, il y a un délai de phase, c'est-à-dire au niveau de la rétine, il y a ce qu'on appelle des Zeitgeber, c'est des espèces de minuteurs qui repèrent grâce à la lumière, savoir à quel moment on est dans la journée. Et en fait, il y a une désynchronisation, c'est-à-dire que avec la lumière, il y a une différence de température corporelle avec le sommeil. Et il y a les gens normaux vont avoir une température, enfin normaux, les gens qui n'ont pas de problème de dépression saisonnière, 2h30, 3h après le sommeil, ils vont avoir la température la plus basse, alors que les patients qui ont justement des troubles avec la dépression saisonnière, il y a 5 ou 6 heures de décalage. Et quand on traite, on verra ça tout à l'heure, quand on traite la dépression saisonnière, ce décalage se remet comme les autres patients. Il y a également, on suspecte également une part génétique avec un pigment qui s'appelle la mélanopsine qui agit sur la dilatation, la contraction de la pupille. Donc ça, c'est un petit peu ce qui causerait les troubles de dépression liés à la saison. Sur un point de vue épidémiologique, qui est surtout touché, c'est plutôt les femmes jeunes. Et en évoluant avec le temps, ça s'équilibre. Il y a autant de femmes et d'hommes. On retrouve ça surtout dans les pays nordiques. Et les gens aux yeux clairs sont plutôt préservés. C'est plutôt les gens aux yeux foncés qui sont plus sensibles à ces pathologies. Et ils ont remarqué qu'il y a une exception dans les pays nordiques, les pays du Nord. Le Japon fait partie de l'hémisphère nord et plutôt bien au nord, et l'Islande. Et il se pose si c'est une des hypothèses, alors c'est pas encore vérifié, mais la consommation de poissons avec l'acide docosahexaénoïque et la vitamine D. Donc une alimentation équilibrée semblerait pouvoir aider un petit peu. Donc, pour poser le diagnostic, en général, c'est un médecin généraliste qui a des connaissances en santé mentale ou un psychiatre libéral, un psychiatre du CNP. C'est à partir du moment où vous avez des questions, où vous ne vous sentez pas bien, le premier réflexe, quand ça ne va pas, c'est d'appeler pour avoir un rendez-vous avec le médecin généraliste, le médecin traitant, et d'en discuter. Et de poser ce qui peut poser, d'expliquer ce qui ne va pas. Et lui, sur l'anamnèse, c'est-à-dire sur votre histoire de vie, sur ce qui s'est passé, s'il y a d'autres épisodes dépressifs, à d'autres moments, il va pouvoir poser un diagnostic. Et il y a des diagnostics aussi différentiels, tout ce qui est bipolarité, là je ne veux pas rentrer dedans, mais c'est des choses auxquelles mes confrères sont tous sensibilisés, donc
le mieux, c'est que si vous avez un doute, allez poser la question à votre médecin. Comment ? Quand on arrive à avoir des rendez-vous. Après, vous pouvez aussi aller demander au pharmacien. Si le médecin n'est pas disponible dans la journée, vous pouvez toujours aller poser des questions au pharmacien parce qu'il peut y avoir des solutions qui ne sont pas forcément... C'est vrai que je ne l'ai pas noté, le pharmacien, j'aurais dû le noter peut-être, parce que c'est aussi quelqu'un qui peut donner des conseils et entendre, et puis peut même décrocher le téléphone en disant, écoutez, il y a votre patiente là qui est vraiment pas bien, il faudrait que vous la voyiez rapidement. Et ça permet d'avoir des fois une entrée plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a comme traitement ? Alors, il a été démontré que la luminothérapie fonctionne. Qu'est-ce qui a été démontré ? C'est qu'il faut une puissance au moins de 2000 lux, de préférence le matin. Alors par expérience, je vous dis que de faire de la luminothérapie le soir, vous ne dormez pas bien. Donc, c'est 2000 lux, 30 minutes, 50 cm. Idéalement, il y a des grandes lampes comme ça. En fait, vous les posez sur la table et vous prenez votre petit déjeuner. Et ça fait le travail tout seul. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre comme ça au milieu d'une pièce avec une grande lumière. Mais les effets secondaires sont plutôt rares. Par des céphalées, des nausées, de l'insomnie, surtout si c'est fait l'après-midi et pas le matin. Sensation de sécheresse au niveau de l'œil. Et ça peut provoquer de l'agitation parce que ça met de l'énergie. Hein. On se réveille. Et il proposait de faire en fin de matinée une deuxième exposition. Et il semblerait que ça fonctionne mieux que si on n'en fait qu'une. Maintenant, le papier, je ne suis pas arrivé à le retrouver et je me posais la question, est-ce que c'est dans les dépressions plutôt sévères ou parce que, comme je vous ai dit au départ, ça peut aller du simple petit coup de blues à une dépression sévère. L'activité physique quotidienne, ça c'est gratuit, il n'y a pas besoin de voir le médecin. L'OMS parle de 150 minutes par semaine de marche rapide. La France, dans ses recommandations, c'est 30 minutes 5 fois par semaine en marche rapide. C'est ce qu'on appelle une activité physique modérée. C'est gratuit. Après, l'arthrose, ça peut limiter des fois l'activité. Mais là, vous faites deux choses en faisant ça. C'est que si en plus il fait beau, vous prenez le soleil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de luminothérapie, et en plus, il y a l'activité physique. Et après, il y a les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. Donc ça, c'est certains psychologues, psychiatres, infirmiers du CNP qui sont formés à ça. D'ailleurs, j'en vois dans la salle. Et c'est agir sur le mode de vie, en fait, en essayant d'identifier ce qui peut être négatif et de valoriser les comportements positifs qui permettent d'améliorer les symptômes de dépression et d'anxiété. Et on peut aussi citer la mindfulness, la pleine conscience et la synchronisation cardiaque aussi par la respiration. Ça permet aussi de se recentrer, de remettre les hormones comme la sérotonine à circuler de façon plus efficace. Donc dans la majorité des cas, l'activité physique quotidienne et la luminothérapie vont suffire. Il n'y aura pas besoin d'introduire un traitement médicamenteux,
l'hygiène de vie permet d'aller mieux. Et quand ça ne va pas mieux, en fonction de l'intensité, c'est votre médecin qui proposera ou vous décidera qu'il faille mettre un traitement. Alors effectivement, c'est un traitement. Alors, il faut savoir que les traitements antidépresseurs, pour être efficaces, mettent au moins 3 semaines à agir. C'est-à-dire quand on introduit un traitement antidépresseur, on ne met pas au bout de 2 jours, ça va mieux. L'effet placebo peut faire que ça aille mieux, mais l'effet du médicament en lui-même met au moins 2 à 3 semaines à agir. Et en fin de saison, il n'y en a plus besoin. Donc des fois, c'est un timing qui est qui peut être un peu serré. Comment essayer de prévenir les dépressions saisonnières? Donc il y a une solution, c'est la même chose que le remède, c'est de garder une activité physique. Il faudrait essayer de... C'est vrai que quand il y a tempête, on n'a pas envie de mettre le nez dehors, mais le fait de se promener, d'être à l'extérieur, d'avoir une luminosité naturelle. Moi, je trouve qu'ici, en Bretagne, on a une chance, c'est que même quand il fait très mauvais, il y a quand même une intensité solaire qui passe et qui stimule. Pour les personnes qui savent qu'ils font une dépression saisonnière régulière, envisager une luminothérapie dès le début de l'automne peut paraître une solution raisonnable. Et l'alimentation, c'est de rester dans une alimentation variée, équilibrée, manger de tout, manger des poissons gras, essayer de manger des pains avec des farines différentes. Il faut manger aussi un peu de viande. Après, je ne veux pas de conflit avec les végétariens ou les véganes, mais c'était pas le sujet de ce soir. Mais en fait, les oméga 3 et la vitamine D, donc poissons gras, œufs, champignons, fromage blanc. J'avais lu aussi un article avec des aliments riches en tryptophane, parce qu'en fait, le tryptophane est un précurseur de la sérotonine. Mais quand vous le prenez et que vous le mangez, il n'y a pas tant que ça qui arrive jusqu'au cerveau. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Alors, on ne le voit pas trop bien. Quand on parle de dépression, moi il y a quelque chose qui était important pour moi de vous passer aussi ce soir. C'est le suicide et la crise suicidaire. Alors, il y a un numéro en France qui est gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez les moindres questions par rapport au suicide, il ne faut pas hésiter à appeler. Le suicide, c'est un cours que j'ai eu l'année dernière qui était très intéressant avec un des spécialistes du suicide en France. Et la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a cassé les idées reçues. Parce qu'on peut entendre que c'est un acte de courage ou un acte de lâcheté. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Le suicide, c'est ni du courage ni de la lâcheté, c'est un acte de grand désespoir. C'est un acte où on se retrouve seul avec ses problèmes et on est dans un entonnoir. Et il n'y a aucune solution qui n'apparaît que la mort. Et c'est ce qui pousse à la crise suicidaire et au passage à l'acte. Et si quelqu'un vient vous parler et vous dit que ça ne va pas, qu'il a des idées suicidaires, eh bien, il faut le prendre au sérieux. Et le lien. En fait, créer le lien, c'est ce qui permet de casser cette crise-là et c'est ce qui permet de passer, d'éviter certaines tragédies. Et en cas de doute, vous avez le 3114. Si vous avez un doute à le faire, il faut le faire. C'est ça ce que je dirais. Parce qu'on vous mettra, vous aurez des ressources et des gens qui sont spécialisés par rapport à ça et surtout avec une écoute. Le
le lien sauve dans le suicide. Et ensuite, j'avais une autre. Ce qu'il faudrait retenir, donc le 31-14 pour le suicide, les mesures d'hygiène de vie, alimentation, activité physique régulière, luminothérapie, et ne pas hésiter à consulter si vous en ressentez le besoin ou si votre entourage vous le suggère. Dire, ah, t'as pas l'air en forme, ça va pas, tu dois peut-être consulter. À réfléchir, à ne pas mettre tout de suite de côté, à se dire, ah, peut-être qu'il a raison, je vais peut-être voir. Le médecin que vous verrez, il fera le tri dans ce que vous dites et puis il vous aidera à voir peut-être un peu plus clair. Et je voulais... C'est un peu mon... Quand j'avais mon cabinet et que j'étais installé, c'était un peu quelque chose auquel je tenais beaucoup, c'est qu'une consultation ne doit pas forcément finir avec une prescription. C'est une consultation avec un conseil, avec quelqu'un qui vous a écouté, qui a entendu ce qui n'allait pas, ne finit pas forcément avec une ordonnance. Ça peut finir avec des conseils. Moi, il m'arrivait de mettre sur mes ordonnances 1 heure de marche par jour, ou une demi-heure. Ça faisait rire les patients. Et on voit ça que dans certains pays, justement, 47% au Royaume-Uni, 41% en Slovénie, 30% en Belgique, et 22% en France finissent sans prescription. 22%, 1 sur 5. Alors, c'est plutôt bien parce qu'en 2007-2008, les chiffres, c'était 8%. En Suède, ils montent à 70%. Donc, j'ai mis les coordonnées de l'étude. Voilà. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible si vous avez des questions et si je sais y répondre. Alors, moi, une bonne lampe, ça coûtait au moins 100 €. C'était ce dont je me... Alors, moi, avant de venir en Bretagne, j'habitais en Alsace. Et la dépression saisonnière, je la vivais. Et ce qui m'a soigné, c'est chez vous. C'est de vivre en Bretagne. Mais j'ai été acheter une lampe et la lampe m'a coûté autour de 150-200 €. Il faut prendre des lampes avec une surface assez importante et qu'on puisse mettre assez proche quand on mange ou qu'on fait quelque chose, parce que l'idéal c'est de la mettre le matin au petit déjeuner. Comme ça, il faut vérifier la puissance qu'elle a à 45 cm, 50 cm. Parce que vous pouvez en avoir une à 2000 lux, mais à 50 cm, vous avez plus de 500 lux. Donc tout ça, c'est à voir avec les vendeurs ou avec les fabricants. Je ne sais pas ici qui c'est qui en vend. Darty. Il faut vous intéresser à la puissance qui est à 50 cm. Et il faudrait que ça soit autour de 2000 lux. Après, il ne faut pas non plus faire plus d'une demi-heure, parce que ça peut abîmer la rétine. Donc, je crois que ce midi, il y a eu un petit reportage justement sur Antenne 2. Ah oui. Oui, et donc il parlait effectivement, que les appareils corrects c'était à partir de 100 €, comme vous venez de le dire, mais ils ont parlé aussi qu'il y avait un cycle, quelque chose. Je ne sais plus. Moi, je garderai ça en tête, c'est la 2000 lux 50 cm. Et après, regardez les caractéristiques de la lampe. Mais les tarifs, oui, pour moi, c'était autour de 100, 150, 200, 300 € en fonction de si on peut la bouger, la tourner, enfin... Mais à 100 €, 150, on a déjà quelque chose de très bien. Ils avaient aussi, ils montraient dans une émission des lunettes. Il faut 2000 lux au niveau de la lunette.
Mais en fait, si vous avez une lumière, votre mari ou votre conjointe ou votre épouse, tout le monde en profite. Alors qu'avec des lunettes, c'est... Oui, mais je sais que pendant la luminothérapie, est-ce qu'il faut mieux mettre des lunettes? Non, ah non, non, justement, parce qu'en fait, si vous mettez des lunettes de soleil, si vous mettez des lunettes de soleil, vous arrêtez le... Enfin, vous coupez une partie de la puissance. Le but, c'est d'avoir justement la luminosité qui vient de stimuler. Oui. Question cataracte, glaucome, tout ça, donc les gens peuvent quand même avoir une lumière. Bah, avec la cataracte, Opérer avec des. une cataracte, oui. Mais une cataracte bloquera une partie des rayons lumineux. Et le glaucome, non, je pense pas qu'il y ait une action dessus, mais... La lumière extérieure n'est pas suffisante. Alors, si vous avez un syndrome dépressif lié au changement de saison, c'est que la lumière n'est pas suffisante pour la personne qui a le syndrome dépressif. Elle sera peut-être suffisante pour le voisin. En fait, ça dépend de l'individu. Il n'y a pas de notion générale. Moi, j'avais un coup de blues tous les hivers en Alsace et je n'ai pas ce coup de blues ici en Bretagne parce qu'il y a une luminosité qui est supérieure. En Alsace, je me suis retrouvé de janvier à mi-mars, plafond gris, pas un rayon de soleil pendant 6 semaines. Mais pas un. Et quand je revenais de Brest, je voyais bien qu'entre les Vosges et la Forêt Noire, il y avait un tapis de nuages. Parce que je prenais l'avion. Mais et ici, il n'y a pas ce phénomène-là. Je trouve que de temps en temps, on a un petit coup de soleil, même quand... Enfin, on dit souvent on a les 4 saisons en une journée, hein, et c'est assez vrai. Mais après, on n'est pas tous égaux devant la sensibilité qu'on a à la lumière. Et j'ai les yeux foncés, comme je disais, on est plus sensible. Les yeux clairs, les yeux bleus, c'est étonnant. Il y a des yeux plus clairs. C'est sûrement dû au pigment. Ouais. Où il y a moins de captation de lumière, enfin il y a moins de captation de lumière, alors que les yeux marrons captent peut-être un peu plus, mais il n'y a pas de raison encore claire et décrite par la science. Mais par contre, on l'observe. Et au niveau épidémiologique, on voit que c'est plutôt femmes plutôt jeunes et aux yeux plutôt marrons. Après, c'est pas parce qu'on a les yeux clairs qu'on en est prémunis. Et on observe aussi maintenant la dépression chez les jeunes aussi, chez les enfants. Parce que les ados, mais même les gamins maintenant, 12 ans. Ils sont ralentis également. Ouais. J'ai pas encore observé ça. Mais Ils ont du mal à dormir, ils sont fatigables avec leur forcément. alors, les écrans jouent quelque chose là-dessus. En fait, ça crée une surstimulation, mais c'est pas une stimulation lumineuse, c'est une stimulation de lumière bleue, c'est pas du tout pareil. Et on a d'autres troubles qui apparaissent, comme les troubles et déficits de l'attention, qui peuvent être liés à l'utilisation justement de façon de plus en plus précoce. Mais là, j'ai pas assez de connaissances par rapport à ça, mais effectivement, c'est des choses qui peuvent se remarquer, qui peuvent expliquer qu'il y a plus de troubles chez les jeunes enfants par rapport aux années précédentes et que l'exposition à des écrans de façon précoce peut amener ça. Comment ? Ah si, il y a des enfants qui font des dépressions, mais moi j'ai pas encore fait la pédopsychiatrie, donc vous me posez des cols là. Madame ? Une personne qui travaille de nuit, qui dort la journée, a peut-être plus de risques d'avoir une dépression. Comment faire pour... Moi j'ai un fils qui travaille de nuit, et quand il rentre le matin, il va se coucher. Ouais. Au niveau luminosité. Alors le travail de nuit, c'est vrai que
il est démontré que ça augmente les risques cardiovasculaires, les risques de dépression. Il n'y a pas que la dépression qui est augmentée avec le travail de nuit, parce qu'en fait, on inverse un cycle naturel. Et il y a des perturbations. C'est des gens qui peuvent avoir par la suite des troubles du sommeil. Et est-ce que je ne sais pas si une lumière de luminothérapie, quand il se réveille en ayant passé sa nuit du matin, pourrait être utile. Je ne sais pas. Mais il a plus de risques de faire une dépression parce qu'il travaille de nuit, parce qu'il est inversé sur le cycle nictéméral, que parce qu'une dépression saisonnière. Il est assez difficile aussi d'accompagner des personnes qui ont un syndrome dépressif ou une dépression saisonnière, qui s'enferment aussi dans leur vécu, qui ne veulent plus se lever. Et c'est vrai que ça... Ça fait partie des signes de dépression. Oui, effectivement, les personnes... on rentre plutôt dans des dépressions graves à ces endroits-là, et ça devient plus compliqué. Mais on n'est pas sans solution. Il y a des solutions, mais c'est sûr qu'il faut une initiation, il faut que le patient, il faut que la personne qui se sente pas bien aille consulter et aille voir quelqu'un. Quelquefois aussi, c'est les thérapeutiques qui ne veulent pas prendre, ils les prennent au départ et après on arrête d'un coup. Ce n'est pas suivi, voilà. Oui. Vous énumérez toutes les difficultés auxquelles on est confronté, mais c'est vrai, parce que c'est le patient qui prend le traitement, c'est pas le médecin. Et il faut écouter le patient quand il ne le prend pas aussi. Il faut qu'on fasse avec, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on discute. On a des outils comme l'entretien motivationnel pour arriver à... En fait, une des premières choses en médecine, je pense, c'est d'entendre les gens. Tellement on les entend et qu'on trouve un contrat et une alliance thérapeutique, les choses peuvent se faire. Et ça peut prendre du temps, des fois. Et des fois, il faut laisser le temps au patient pour qu'il ait le temps qu'il ait besoin. Et justement, les consultations étant tellement rapides maintenant, on n'a pas toujours le temps que la personne se prépare et chemine. On a un rendez-vous 3 semaines, 4 semaines, alors qu'il faudra avoir un rendez-vous rapidement. Il faut faire appel à nos politiques par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est un gros problème. Et un rendez-vous avec un psychiatre, c'est un gros problème aussi pour avoir un rendez-vous. Alors, c'est vrai que c'est une région qui est plutôt démunie. Bon, il y a des psychiatres qui se sont installés récemment à Lannion en libéral. On a de la chance d'en avoir 3. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Bon, la Fondation Bon Sauveur, le CMP, essaye de faire une organisation de soins pour essayer de répondre à la demande. Mais le point d'entrée, c'est vrai que reste le médecin généraliste. Vous avez parlé de la cataracte tout à l'heure, donc ça baissait effectivement. Avant l'opération. Avant l'opération, c'est ça. Oui. Après l'opération, on récupère un cristallin tout neuf. Donc la lumière passe à nouveau correctement. Parce que la cataracte, c'est une opacification du cristallin, et donc c'est le cristallin qui ne laisse plus passer la lumière correctement. Alors vous disiez que dans l'Assemblée, il y a peut-être des paramédicaux qui... Je les ai trahis. Parler de leur... peut-être de ce qu'ils font aussi. Je sais pas. Qui est professionnel de santé? Moi, je veux bien juste savoir... je suis curieuse, moi, je vais vous poser plein de questions. Qui c'est qui est professionnel de santé dans la... Tout confondu, pas forcément en psychiatrie. Professionnel de santé. Actif ou non actif? Ah, plutôt actif. Désolée. Plutôt les professionnels de santé, là. Vous êtes nombreux dans la... Ouais, 1, 2, déjà 2, 5.
Là. 5, c'est ça 2, 3, 4, 5. Je suis sous supervision. Je vais me faire tirer les oreilles. Je sais pas, vous voulez intervenir, non? Peut-être pas prévu dans l'idée, mais je sais pas. Par rapport à la question de la dame, c'est vrai qu'il peut y avoir un accompagnement par un infirmier qui est un peu spécialisé dans les CMP, qui peut en fait accompagner des familles dans la compréhension de la maladie. Se dire que c'est vraiment une maladie, que c'est chimique avant tout. On voit bien la relation au soleil et ce qui se passe dans le cerveau par rapport à la création de la production de tout ce qui est sérotonine, tout ça, mélatonine. Ça peut aider à comprendre la maladie pour la famille et aussi après dans l'accompagnement du patient et du milieu familial, parce qu'il y a aussi un impact sur toute la famille. Parce que c'est pas facile de vivre aussi avec un patient qui souffre de dépression. Donc il existe des lieux au CMP, j'imagine qu'à la ligne, moi je ne connais pas trop, mais à la ligne il existe des soignants qui sont un peu spécialisés là-dedans. Donc on a l'orientation après avec le médecin et un accompagnement qui peut se faire sur la durée. C'est-à-dire même pour le patient, on peut être en capacité d'apprendre au patient à repérer les signes de rechute dépressive et donc d'agir le plus rapidement possible. Et s'il y a besoin d'un traitement, l'orienter vers le médecin qui encadre l'autonomie, c'est possible. Après, il n'y a pas forcément besoin d'un médecin, un psychologue en capacité de faire ça. Donc, faire parler des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, la méditation peut faire partie de ces thérapies-là. On essaye de diagnostiquer, de repérer les signes de rechute au niveau de la dépression. Donc ça s'apprend. Donc les médecins sont de plus en plus ouverts à ça. C'est un peu la médecine intégrative, donc on voit le développement de tout cela. Oui, ça existe. Ça se développe pas. Ça existe depuis 20 ans. Donc ça arrive un peu après, et ça vient tout. Ça existe. Mais c'est ça, c'est les pays nordiques et les États-Unis, le Canada, en fait, les médecins travaillent beaucoup en équipe avec les paramédicaux et ça permet une prise en charge globale, comme disait Arnaud, intégrative du. Mais c'est ce qui m'a fait aussi partir vers la psychiatrie, c'est de retrouver un travail en équipe. Moi, j'ai essayé de travailler en équipe, j'avais une assistante médicale en cabinet, mais ça devient compliqué. Enfin, faut payer les gens quand on les emploie, et c'est compliqué. C'est compliqué en libéral. Et ça fait partie de tout ce que j'avais mis en balance, de prendre la décision de partir, de faire de la psychiatrie. La psychiatrie fait partie. Il y avait deux choses que j'avais envie de faire quand j'ai passé mon concours d'internat, c'était psychiatrie et médecine générale. J'avais les deux choix, mais je savais qu'en médecine générale, je pourrais revenir en psychiatrie. Si j'avais choisi la psychiatrie, la médecine générale était fermée. Donc, voilà. Merci pour votre attention, merci pour vos questions.